Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation qui s'est faite en plus sur un temps très court entre une soutenance de thèse qui va avoir lieu ici demain sur des alternatives écologiques. Donc, c'est pour ça aussi que je me déplace. Et puis, alors en fait, moi, je suis sociologue du travail et sur les questions de genre, spécialisée sur des questions de genre et autres. J'ai d'abord travaillé en fait sur l'État et une féminisation très particulière qui est la féminisation de la police. Sur la boîte noire de l'État et la transgression du monopole de la violence légitime, comme je l'avais appelé, pour arriver à un effet de saturation extrême, en fait, des possibilités de changement social, parce que j'ai travaillé sur la enfin, 70 ans, en fait, d'aller-retour euh, législatifs, syndicaux, institutionnels, pour lever cet interdit. Et donc, je me suis décidée à enquêter sur quelque chose qui serait au plus loin de la ville, puisque travailler sur la police, c'est travailler sur la ville, donc la campagne, au plus loin de l'État, donc des personnes qui vivent plutôt au fond des forêts, même si l'État est toujours là, ne serait-ce que par le fait qu'il produit des routes qui amènent dans ces lieux, mais pas toujours, justement. Et je voulais garder la question du genre et du travail. Et donc, vers 2010, en fait, je me suis enfouie enfin, j'ai fait un tour des alternatives que j'ai fini par appeler alternatives. Faute de mieux, c'est pas le meilleur terme. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre des tas d'adjectifs derrière. Donc, alternative écologique. Et puis, à un moment donné, je me disais alternative écologique radicale. Mais voilà, la radicalité, on trouve toujours plus radical que soi, même pour des personnes qui vivent hors réseau, hein, d'eau, d'électricité, antinucléaire, dans des formes de subsistance très avancées. Et ils auront toujours, ou elles auront toujours quelqu'un ou quelqu'une de plus radical jusqu'à ce qu'en 2012, j'avais prévu de passer à Notre-Dame-des-Landes, en fait, avant l'opération César. Et puis, j'y suis pas allée à temps et l'opération César a eu lieu. Et donc là, je me suis retrouvée à enquêter sur aussi Notre-Dame-des-Landes, en fait. Mais pas, là, on peut pas dire qu'on enquête, c'est plutôt participer, contribuer tout en y allant avec des étudiants et des étudiantes. Et en fait, au fur et à mesure des réflexions de ce parcours, il s'est posé la question de trouver un corpus en fait de textes théoriques qui me permettent de rendre compte de ce que moi empiriquement je voyais. Et aussi bien dans le féminisme avec lequel j'ai grandi, parce que moi j'ai commencé par le féminisme queer, hein, étrangement, bien avant le féminisme matérialiste en fait que j'avais découvert aux États-Unis lors d'un séjour états-unien. Donc, en fait, je commence par les théories queer, je découvre le matérialisme, le féminisme matérialiste, et puis j'arrive sur mes terrains d'enquête et j'ai du mal à comprendre, comment dire, à trouver quelque chose dans ces théories, même si ensuite, je pense que c'est dans la combinaison de toutes ces théories hein, qu'il faut travailler. Donc, j'ai essayé de trouver un autre corpus, et c'était la même chose aussi en sciences politiques où c'était pas encore aussi étudié qu'aujourd'hui. Et je me suis donc plongée dans des corpus très has-been, puisque la plupart n'étaient pas republiés, comme Ivan Illich, je ne sais pas si vous avez, qui est un des livres de chevet de la contre-culture des années 70, mais à cette époque, il n'était même pas encore publié dans la belle édition qu'il y a aujourd'hui. Henri Lefebvre, alors lui, il est carrément pas republié ou peu. Et donc, c'est des marxistes hétérodoxes et puis toute une littérature libertaire aussi, qui aujourd'hui est vraiment très visible et que vous connaissez peut-être, qui est aussi très lue dans quelque chose qui m'occupe beaucoup, qui sont les humanités environnementales, puisque je co-dirige un master en études environnementales à l'EHESS. Donc à partir de là, je me suis bricolé une sorte de corpus dont je vais finir par comprendre que toutes ces personnes, tous ces autrices et auteurs se connaissent et sont même reliés les uns avec les autres. Et donc l'écoféminisme n'est pas une théorie ou un féminisme en fait détaché hein, à part, même si en France c'est l'effet que ça fait parce que donc j'ai lu principalement des textes anglo-saxons et allemands. Euh,
En fait, le problème de la France, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ininterrompue, c'est que le terme écoféminisme est inventé en France en 1974 par Françoise Daubonne. Donc ça, je pense que maintenant, c'est assez balisé. Elle a été republiée à l'époque, elle n'était pas publiée. Donc moi, j'ai scanné tous ces ouvrages, enfin, qui travaillaient la question de l'écoféminisme. Et dans le premier livre où ce mot apparaît, c'est même pas qui s'appelle le féminisme ou la mort, c'est même pas un terme qu'elle travaille à ce moment-là. C'est dans le livre qui arrivera 4 ans plus tard, en 1978, qui s'appelle Écologie slash féminisme, que là, elle en parle vraiment. Et entre-temps, elle aura créé un petit groupe qui s'appelle Écologie Féminisme Centre, où elle va militer à côté, en fait, des luttes écologistes, sans s'encarter du tout chez les écologistes en voie de constitution à ce moment-là, avec Dumont qui se présente pour la première fois au présidentiel. Voilà. Donc, le terme est donc inventé en France. Françoise Daubonne est une écrivaine. Elle est euh, lue et connue en tant qu'écrivaine. Elle devient elle est militante, très militante. Et dans les années 70, elle réoriente son militantisme du côté de ce qu'elle va, de cette fameux écoféminisme, donc du croisement de l'écologie et du féminisme, alors qu'avant, elle n'avait pas fait cette jonction et elle ne fait pas école. C'est-à-dire que le féminisme français se crée, enfin, aussi est en ébullition dans les années 70 également. Il ne s'appellera pas à ce moment-là féminisme matérialiste, hein, c'est une dénomination qui vient plus tard, mais bon, c'est un féminisme marxiste. Et puis, Françoise Daubonne s'y affilie dans une certaine mesure. Et comme elle fait un croisement qui est assez singulier, dont je vais vous parler tout à l'heure, elle va être complètement mise de côté en fait de l'histoire du féminisme matérialiste. Et elle va être oubliée littéralement, non, pas du tout publié et même pas aux États-Unis en fait, hein. Le terme part aux États-Unis, mais Françoise de Bonne, les gens la lisent à peine aussi. Euh, donc des histoires, des écoféminismes vont se créer dans différentes parties de l'Europe et des États-Unis, mais jusqu'en Inde, mais de façon pas forcément connectée. Euh, alors particulièrement pour le cas français. Et Françoise Daubonne propose un écoféminisme très combatif. Et je pense que peut-être que vous le savez, vous ne le savez pas, mais donc l'écoféminisme de Françoise Daubonne, mais aussi l'écoféminisme allemand et l'écoféminisme états-unien, c'est avant tout un écoféminisme antinucléaire. Et donc, ce sont des féministes, en fait, qui vont euh, partir en bataille contre l'industrie et l'énergie nucléaire qui est en train de pousser comme autant de champignons. Ça a été prévu dès les années... le programme est prévu depuis longtemps, mais c'est dans les années 70 que les centrales se bâtissent en fait. Et donc ça devient et donc on ne peut pas séparer la lutte féministe, écoféministe, de la lutte antinucléaire. Donc Françoise Daubonne est radicalement antinucléaire, Maria Mies en Allemagne est radicalement antinucléaire. Et c'est la même chose aux États-Unis. Et donc, elles vont participer, en Angleterre aussi, à des luttes antinucléaires. Euh, Ce qui n'est pas du tout un concernement, même un objet pour les autres féminismes. Donc, c'est le seul féminisme, en fait, qui va prendre en charge la question nucléaire euh, et qui va ensuite embrayer sur une autre lutte qui est la lutte altermondialiste dans les années 1990. Donc en fait, l'écoféminisme, hein, une fois il a fait il fait la jonction entre le féminisme et l'écologie, bah, il continue en fait, hein, sur ces luttes. Et de l'autre côté, le féminisme matérialisme ou le féminisme queer va pas du tout se retrouver dans cette politisation-là, sur ces scènes-là. Et donc, on va avoir des féminismes qui cohabitent, hein, mais qui aussi sont hostiles les uns aux autres. Parce que pour les unes qui sont antinucléaires, elles vont trouver que les autres ne sont pas anticapitalistes. Parce que l'autre élément, l'ingrédient
très importante, cet écoféminisme naissant des années 70-1980, qui va jusqu'aux années 1990, c'est qu'il est radicalement anticapitaliste. Donc ça aussi, c'est une marque de fabrique importante, antinucléaire, anticapitaliste. Et en étant anticapitaliste, ça veut dire que toutes les luttes anticapitalistes, jusqu'aux zones à défendre, jusqu'au d'aujourd'hui, ça va faire jusqu'à la lutte contre le centre d'enfouissement à Bure, par exemple, qui va être un autre moment de résurgence de l'écoféminisme en France. Voilà, on retrouve des luttes anticapitalistes, antinucléaires. Euh, voilà, et donc c'est peut-être ces éléments-là que vous connaissiez peut-être ou peut-être pas, que je voulais rappeler en introduction, pour vous dire que l'écoféminisme est donc radical. Il y a pas de... La naissance, en tout cas, de l'écoféminisme est radicale. Et ensuite, il va y avoir comme tout mouvement très riche, plein d'écoféminismes qui vont naître et qui seront pas toutes et pas tous aussi radicaux. Et donc, c'est pour moi toujours très singulier quand on peut me dire, ah ben l'écoféminisme, c'est un peu plan-plan, c'est un truc essentialiste, ou alors c'est un machin spiritualo dépolitisé. Chaque fois, ça me sidère parce qu'en fait, je me dis qu'on a vraiment perdu la mémoire de cette longue, enfin des 50 dernières années, avec des figures écoféministes tellement radicales qu'elles n'étaient quasiment pas absorbables, qu'elles n'étaient pas absorbables par l'académie notamment. Parce que l'autre problème majeur de l'écoféminisme, c'est que, et particulièrement en France, mais c'est aussi le cas en Allemagne, c'est que c'est des féministes qui soit n'ont pas fait de thèse, et quand elles en ont fait une, elles n'ont pas obtenu de poste à l'université. Euh, donc ça aussi, ou quand elles ont fait une thèse, elles ont préféré être militantes. C'est le cas de Vandana Shiva qui a fait une thèse et qui a délaissé largement la scène académique, elle, Monsanto lui suffit largement la lutte anti-OGM, faire des procès aux grandes multinationales, c'est son cœur de... C'est bien plus important que d'essayer de batailler sur la scène académique pour savoir si elle est essentialiste ou pas. Ça l'intéresse. Enfin, c'est une bataille trop minime en fait par rapport à ce que elle doit brasser comme enjeu planétaire, au point même que selon les scènes, elle se présentera pas forcément comme écoféministe. Or, elle écrira un livre écoféministe, Staying, euh, je ne sais plus comment il a été traduit en français, mais il a été traduit Restons vivantes, voilà, il s'appelle. Voilà, donc c'est cet écoféminisme euh, euh, est aussi connu, donc, enfin, a fait une résurgence en France, mais au prix d'une occultation, en fait, de son histoire. Et même quand on parlera du versant spirituel, par exemple, un Starhawk qui a été traduite aussi, Starhawk est une militante anticapitaliste de la première heure. Et donc, on peut attraper de Starhawk le fait qu'elle est sorcière, mais elle est libertaire, elle est biorégionaliste, elle est de toutes ces luttes. Euh, donc là aussi, c'est des éléments qui participent en fait à rendre complexe la réception de l'écoféminisme, parce qu'on a du mal à se représenter en fait une longue vie de lutte anticapitaliste marginalisée dans des scènes éditoriales marginales et avec, à part Caroline Merchant, en fait, qui va avoir un poste à Berkeley et dont le livre a été traduit récemment, qui s'appelle La mort de la nature et qui va vraiment estampiller le terme écoféminisme. Ce terme-là va pas donner lieu à des grands départements aux États-Unis et n'en parlons pas en France, hein, où là, ça, c'est pas, on en parle, mais enfin, j'ai ma première doctorante qui vient d'être recrutée sur une thèse sur l'écoféminisme en tant que maître de conférence, donc j'en suis très fière, à Lille, voilà. Et pour moi, c'est un peu intéressant, ça montre vraiment que voilà, l'académie commence à être réceptive au point de donner un poste sur cet étiquetage-là. Elle a travaillé sur des groupes éco-queer des terres de femmes en Nouvelle-Zélande, en France et aux États-Unis. C'est Constance Rimlinger et son livre apparaît là le 28 février. Euh,
Donc, donc, elle essaie de faire une jonction entre des féministes lesbiennes séparatistes qui font un retour à la terre et puis des échos queer, pas du tout, qui n'ont pas le même rapport, ils mettent pas en scène les mêmes rapports de genre et qui sont, voilà. Et donc, elle réussit ce tour de force à mêler des populations qui sont pas du tout aux mêmes endroits dans l'échiquier féministe et qui pourtant participent aussi de la même histoire. Voilà. Mais c'est pas les mêmes générations non plus. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop longue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. S'il y a des choses pas claires. Euh, Parce que maintenant que je vous ai présenté cette sorte de panorama à la fois historique et puis en même temps pour vous donner des conditions de production, au fait, aussi d'un d'un courant féministe, comment il arrive ou pas à s'imposer, et son caractère très hétérodoxe, euh, qui est augmenté. On parlait des arts, c'est que c'est aussi ce qu'on va appeler un féminisme culturel. Aux États-Unis, c'est une dénomination qu'on n'a pas en France, mais le féminisme culturel, c'est un féminisme juste du type Starhawk, en fait, qui est à la fois spirituel, qui s'inscrit dans les arts et dans la littérature, la science-fiction, la peinture. Et donc l'écoféminisme va aussi avoir tout un versant littéraire. Euh, c'est pas pour rien que Françoise Daubonne est écrivaine, mais vous avez des écrivaines aux États-Unis aussi, et évidemment, ça pas qui essaie de faire exploser aussi des cadres narratifs, poétiques. Donc là aussi, ça contribue pas vraiment à les placer en fait sur la scène hyper théoricienne du féminisme académique. Voilà. Alors moi, je me suis pas intéressée à tous les écoféminismes. Et donc, je voudrais partager avec vous justement euh, ce qui m'a intéressée, moi. Donc, j'ai fait un ouvrage, donc je ne sais pas si ça se voit là, moi je ne le vois pas, si, euh, qui s'appelle Écologie, féminisme et subsistance. Je n'ai pas voulu l'intituler écoféminisme. Parce que précisément, toutes les personnes, enfin toutes les théoriciennes et les activistes dont je parle dans cet ouvrage vont pas forcément se qualifier d'écoféministes. Silvia Federici se qualifie pas d'écoféministe, c'est peut-être celle que vous connaissez le plus, c'est la plus traduite. Elle a écrit Caliban ou La Sorcière et beaucoup d'ouvrages récemment traduits. Mais par contre, elle connaît très très bien Maria Mies, Mies, qui est une écoféministe allemande, dont elle fera la préface d'un livre qui n'est toujours pas traduit sur le patriarcat. Euh, donc Maria Mies et Silvia Federici se connaissent très bien. Euh, donc moi, j'ai essayé de trouver dans la constellation écoféminisme et féministe un type de féminisme que j'ai qualifié de féminisme de la subsistance, à l'instar justement des féministes allemandes. Maria Mies, que vous voyez là-haut, et Veronica Benol-Thompson, qui est d'ailleurs venue l'an dernier, effectivement, vous avez pu voir à la Técopole, pour présenter son ouvrage sur la subsistance. Euh, et dont je voudrais vous en parler plus précisément parce que ça me semble ça vous donnera peut-être aussi des clés pour essayer de comprendre la différence avec le féminisme matérialiste, justement, et notamment dans la théorisation du travail domestique, ce qui peut-être peut vous être utile aussi dans ce que vous étudiez ou dans ce que vous pensez conceptuellement acquis. Donc, le féminisme de la subsistance, euh, c'est un féminisme marxiste, hétérodoxe, libertaire, qui trouve sa base empirique dans les pays du Sud. Donc, Maria Mies, qui est allemande, va découvrir le féminisme en Inde, pour vous donner l'idée d'inversion même Elle est d'une autre génération, elle est plus âgée, un peu plus jeune que Françoise Daubonne, qu'elle ne connaît pas, mais euh, Claudia von Verloff et Veronica Benol-Thompson vont travailler sur le Venezuela et le Mexique. Donc, c'est des sociologues qui vont faire des thèses sur des pays qui ne sont pas l'Europe
et vont d'emblée faire cause commune, en fait, ou s'intéresser à la condition paysanne. Mariamis a une situation particulière, c'est qu'elle est fille de paysans. Il n'y a pas beaucoup de sociologues qui sont filles d'agriculteurs et qui ont été filles de ferme, hein. Il y a Rosemary Lagrave, que vous connaissez peut-être, qui a écrit une biographie là-dessus. Mais Mariamis, voilà, fait partie des rares personnes de ce monde académique à avoir vraiment une famille de 9 enfants et a fait des travaux des champs. Et ensuite, elle a connu une ascension sociale via un lycée alternatif après-guerre qui a fini par l'emmener jusqu'en Inde. Donc, c'est une trajectoire tout à fait pas banale, mais qui fait qu'elle est d'emblée une transfuge de classe, et donc elle n'a pas de. Ça peut expliquer aussi ses façons à elle de bricoler quelque chose qui n'est pas conventionnel. Donc, ces écoféministes ou ces féministes-là, sont des écologistes aussi. Enfin, Mariamis va militer, va être militante écolo. Euh, et elle pense avec des paysannes et des paysans sur l'épaule. C'est ça qui les caractérise vraiment. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pour référence principale l'émancipation de la cadre dynamique qui fait des études et pour qui le travail domestique, moins il y en a, mieux elle se porte, et moins il y a d'enfants, mieux c'est aussi. Et, et donc ça, c'est un étalon qui est aussi très singulier, parce qu'en fait, elle se démarque là complètement de l'idéal type de la femme active salariée. Silvia Federici aura aussi cette trajectoire-là. Elle va beaucoup honorer sa mère, femme au foyer italienne, et elle ne va jamais se départir de cette figure de femme au foyer qu'elle n'estime pas dégradée, au point même qu'elle dira le ménage est le point zéro de toute révolution. La cuisine, non, la cuisine est le point zéro de toute révolution. Donc, c'est des parcours aussi biographiques qui ne sont pas dans la détestation, en fait, de figures qui vont devenir des figures honnies dans les années 70, hein. Il faut que le torchon brûle. Et là, c'est des féministes pour qui le torchon ne doit surtout pas brûler. Par contre, il faut le partager. Ça, il est hors de question de réserver aux femmes les tâches domestiques et les tâches de subsistance. Donc, elles interrogent frontalement, qu'est-ce qui se passe si le torchon brûle? Ça veut dire donc qu'on donne à l'industrie la possibilité de nous faire à manger, la possibilité de nous vêtir, la possibilité de construire nos maisons, la possibilité de nous nourrir à partir de métiers ouvriers mal payés, moins bien payés que les hommes. Et donc, elles posent des questions du type, qu'avons-nous gagné dans cette trajectoire invraisemblable qui fait qu'on nous demande d'être salariés comme les hommes en étant moins payés, on nous demande de faire des études qui ne sont pas reconnues par la rétribution capitaliste, on nous demande de consommer, mais consommer quoi? Consommer de quoi alimenter une industrie qui nous exploite. Donc elles ont vraiment une vision de la méga exploitation qui d'emblée pose la société de consommation et le salariat comme des mots, enfin MAUX, typiquement capitalistes qu'on voudrait faire avaler aux femmes comme émancipatoires. Ce qui, évidemment, va à contre-courant d'un féminisme qui va faire du salariat justement la possibilité d'avoir un salaire et donc de s'extraire, hein, du salaire masculin. Comme vous le savez, hein, les femmes étaient obligées d'avoir l'accord, n'avaient pas droit au compte en banque, au chéquier, donc d'en passer par un mari. Donc elle pose des questions d'un autre ordre, qui est qu'avons-nous gagné dans cette émancipation-là par le salariat? Au point même que Silvia Federici va créer avec d'autres, Selma James en Angleterre, un mouvement féministe pour le salaire ménager. Ce qui, vu de la France, passe pour quelque chose qui est totalement d'extrême gauche. Mais du côté français, vous savez qu'il y a eu dans les années des tentatives de la droite de faire un salaire ménager, et c'est vraiment associé à quelque chose à droite de l'échiquier politique, pas du tout comme une lutte révolutionnaire. Et pourtant, la lutte pour le salaire ménager, ça partait d'un constat simple, iconoclaste, totalement anticapitaliste, qui est de dire, si jamais on demande au capitalisme de payer le travail domestique à sa juste valeur, il va faire faillite.
Parce que ce n'est pas possible, puisque le capitalisme ne peut pas tenir sans le travail gratuit des femmes. Donc, si on dit les femmes ne font plus de travail gratuit, vous les payez. Et comme la majorité des femmes se retrouvent de toute manière femmes au foyer et sous-payées, payez-nous. Et le capitalisme verra, d'une part, l'utilité sociale et sa complète incapacité, en fait, à tourner avec le seul salariat. C'est ce qui va. Et donc, il faut voir dans ce. C'est pas simplement un tour de force, une provocation, mais c'est aussi un programme social. Elles disent des femmes afro-états-uniennes, américaines, comme on dit à l'époque, des femmes italiennes n'ont pas accès en fait à une partie du salariat et toutes les rétributions, la retraite, enfin tout ce qui va avec. Hein, et donc, l'idée de réclamer aussi un salaire ménager était pour elle une question de justice sociale. Voilà. Donc ça va être très, très mal reçu, par exemple en France, cette lutte-là qui va rester cantonnée aux États-Unis, à l'Italie, la Suisse, à l'Allemagne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'arrière-plan théorique et puis militant. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer cet iceberg là que vous voyez en grand, qui a été mis au point par Veronica Bennell-Thompson et Maria Miss, et puis qui a été redessiné, mais sans droit d'auteur. Donc, je ne sais pas si c'est publiable, parce que cet iceberg eu beaucoup de succès. Et donc, ce qui est très frappant dans ce schéma, c'est que vous voyez que le haut du l'iceberg, c'est ce qui est reconnu par le capitalisme, c'est-à-dire le salariat et par le PNB. C'est l'économie visible. Et donc le salariat et le contrat de travail. Et en fait, ce qu'il y a sous la pyramide, c'est ce qui rend possible le fait même d'avoir des salariés. Donc là, vous allez me dire, on est très proche d'une théorisation matérialiste féministe qui dit bien il n'y a pas de travail dans la scène capitaliste sans le travail domestique. Et c'est là qu'on voit la spécificité du féminisme de subsistance et d'une grande partie de l'écoféminisme, c'est que ce qu'il y a sous l'iceberg est déjà 4 fois plus gros ou 5 fois plus gros que ce qu'il y a à la pointe, et que vont être mis sous cette partie visible des entités qui ne sont pas du tout présentes dans la théorisation du travail domestique par les féministes matérialistes. La première, alors attendez, je suis un peu désolée parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas tout l'iceberg. Attendez, il manque sa partie principale qui est là. Alors, j'ai mal fait mon PowerPoint. Là, attendez, je vais essayer de le baisser pour qu'on voit la fin de l'iceberg. Bah non, alors, il manque une colonne, enfin, il manque la base, il y a marqué la nature. Ouais, sinon, c'est pas compréhensible. Enfin, désolée, j'ai mal fait mon copier-coller. Donc, tout en bas, il y a la nature. Ensuite, il y a les colonies et ex-colonies, donc les pays du Sud, on dirait aujourd'hui. Euh, Ensuite, il y a le travail domestique, le travail à la maison. Ce qui est très intéressant, ce qui est ajouté, c'est le subsistence peasants work, c'est-à-dire que le travail de subsistance des paysans. Et ajouter aussi tout le secteur informel et le personnel de maison, le travail des enfants. Donc, là, on voit que cette sorte de diptyque travail domestique, travail salarié est ici diffracté en quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste et qui vise justement à désenclaver le travail domestique de bien d'autres tâches et montrer qu'on ne peut pas penser le travail domestique de consommation indépendamment d'un travail de subsistance agricole, mais aussi du. Alors, est-ce qu'on emploie le mot travail ou pas? Moi, je suis sociologue du travail, c'est pas évident. On pourrait dire le travail de la nature, qui fournit en quelque sorte, enfin en tout cas, qui elle aussi, euh, a des, euh, est une force, et c'est cette force de la nature qui est exploitée par le capitalisme. Donc l'écoféminisme va créer
une phrase que vous connaissez peut-être, qui est un raisonnement qui est le plus connu de l'écoféminisme, c'est que le capitalisme exploite la nature comme il exploitera les femmes. C'est-à-dire que l'exploitation de la nature est corrélative de l'exploitation des femmes. Il y a une sorte de co-occurrence à la fois en termes d'histoire, et ça on pourrait y revenir. C'est-à-dire que la révolution néolithique, qui est la révolution aussi en termes de sédentarisation, est pensée par les écoféminismes comme la mise au travail d'une nature qui doit devenir productive, mais aussi par la mise au travail des femmes qui vont devoir qui vont devoir être des super fécondes pour produire beaucoup de bras, pour travailler ces champs et donc là, bon, elles connaissent, enfin là-dessus, les enquêtes, les études préhistoriques sont formelles. Hein, la- la- le nombre d'enfants par femme explose sous le néolithique, la mortalité des femmes aussi, et les corps aussi hein, se changent, se métamorphosent, quasiment le dimorphisme entre les genres, ce qui fait que les corps masculins et féminins qui étaient très très proches physiquement en termes de corpulence et de puissance physique, il y a un différentiel gigantesque qui se met en place à partir du néolithique. Voilà. Donc, elles vont remonter jusqu'à la préhistoire pour dire la mise au travail, le début d'une agriculture intensive et corrélative aussi de guerre pour la terre. Et aussi, voilà. Donc, elles se lancent dans une grande exploration qui va jusqu'à la préhistoire, ce qui là aussi est un domaine qui n'est pas du tout abordé par les féministes matérialistes qui sont plus prudentes d'ailleurs et beaucoup plus sur le plan historique, alors que là, voilà, on est face aussi à des véritables réflexions anthropologiques qui ne sont pas sans audace, voilà, mais qui sont extrêmement. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise au travail des femmes, travail obligation d'avoir beaucoup d'enfants et de se retrouver au service du travail de l'exploitation de la nature et de par les hommes qui vont devenir dominants, ça va les conduire aussi à poser des questions aussi iconoclastes que, au fait, est-ce que le patriarcat a toujours existé? C'est-à-dire qu'elles vont très loin aussi dans la remise en question de longue durée du pouvoir de la nature, puisqu'on on peut bien dater un moment de renversement avec l'agriculture et la sédentarisation. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y avait quelque chose d'autre, un temps avant le patriarcat, néolithique, féodal, puis ensuite capitaliste, qui serait quelque chose de l'ordre d'une égalité des sexes? Donc, elle réouvre les possibles historiques d'une façon sidérante, avec une imagination qui peut aller jusqu'à la science-fiction aussi. Hein. C'est très euh, et elle pose des grandes questions anthropologiques, mais qui ne vont pas faire école, en tout cas du côté féministe. Cette, donc c'est pour ça que moi, dans l'ouvrage, hein, j'essaie de, de résumer, en tout cas toute leur théorie sur les chasseuses-cueilleuses, la maîtrise de la reproduction, le contre-récit qu'elles proposent de la subordination féodale. Elles vont aussi jusqu'à réévaluer la figure de la paysanne, partant d'une connaissance des paysannes du Sud, dont elles voient qu'elles ont un pouvoir important du fait de leur place forte dans le travail de subsistance. Elle revisite l'histoire en se disant, bah, donc si nous on voit à l'époque contemporaine des paysannes puissantes, pourquoi nos sociétés paysannes d'avant industrialisation n'auraient pas aussi des paysannes puissantes? Et c'est intéressant parce que les historiennes de l'Ancien Régime, hein, enfin, d'avant industrialisation, notent effectivement que on ne peut pas nécessairement dire qu'après l'industrialisation, enfin, il y avait un pouvoir très, très aussi des femmes paysannes que la femme ouvrière n'a pas, notamment. Donc, ça les conduit à réinterroger le grand récit du progrès
féministe où plus on avancerait avec l'industrialisation, plus les femmes gagneraient en pouvoir. Elles ont une vision non linéaire de l'histoire. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant sur un plan épistémologique, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'histoire est totalement linéaire. Elle réouvre des possibles et se pose jusqu'à évidemment être fascinée, mais plus qu'une fascination. Enfin, il y a des anthropologues en fait qui vont revisiter des textes d'anthropologues plus anciens et des sociétés dites premières ou amérindiennes aux États-Unis en ayant d'autres lunettes que celles de la domination des femmes pour mettre en évidence un fort pouvoir de ces fameuses euh, dans des peuples autochtones. Au point qu'il va y avoir, du reste aux États-Unis, la création d'un féminisme indigène qui va indigenous feminism, qui va complètement contredire le présupposé que les femmes auraient toujours été dominées, en disant nous, on a été des femmes dominantes, des sociétés matrilinéaires, voilà, etc. Donc pour vous dire elle dialogue aussi avec tout ça, alors qu'en France, le féminisme autochtone n'est pas du tout quasiment pas traduit. Et par exemple, Françoise Héritier va faire valider le fait qu'il y a eu une division sexuée du travail de tout temps, en tout lieu, et intangible. Donc là aussi, on a une tradition franco-française très, très particulière, mais qui n'est pas la tradition états-unienne, qui est beaucoup plus diversifiée, et puis qui a aussi en vue des peuples autochtones qui ont qui ont fermement opposé d'autres façons d'être féministes. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément assez important. Et donc, je voudrais peut-être pas non plus trop monopoliser la parole. Euh, et donc, peut-être vous donner des éléments maintenant de conceptualisation à propos du travail domestique et de la femme au foyer. Elles vont revisiter l'histoire industrielle aussi, ces écoféministes, en montrant, mais ça, c'est pas elles qui le montrent, des historiennes de la consommation et des historiens le montrent très bien, à quel point on va inventer la figure de la femme au foyer qui n'existait pas auparavant. Le capitalisme a besoin, en fait, d'avoir des femmes au foyer qui sont des femmes pouvant euh, sortir leur porte-monnaie, en fait, pour acheter des objets ou des denrées de première nécessité et pour qu'elles deviennent des ménagères. Donc, tout le 19e siècle va, dans plein de pays en voie d'industrialisation, être fondé sur la formation d'une nouvelle figure par les sciences ménagères de cette fameuse consommatrice, qui n'est pas du tout issue d'une sorte de génération spontanée suite au capitalisme qui crée de la consommation. Il faut former les paysannes, les ouvriers paysans, les paysans artisans à, pour vivre tous les jours, euh, sortir de l'argent d'un porte-monnaie pour acheter quelque chose. C'est une opération extrêmement compliquée. Ça demande énormément de savoir-faire quand on est dans des circuits courts, qu'on appellerait aujourd'hui des circuits courts, mais quand on est en société paysanne ou à l'échelle locale, on trouve toute la chaîne de production locale qui permet, via un petit échange monétaire, mais pas que, de tout simplement vivre à l'échelle quotidienne. Or là, on va devoir, avec l'urbanisation, former une partie de la population, et en particulier les femmes. Donc, on va créer de la binarité de genre en termes de consommation pour que une partie de la population, donc les femmes en l'occurrence, et dites les fameuses mères de famille, le panier de la ménagère, comme on dit aujourd'hui, soit fasse cette opération économique très étrange consistant à devoir acheter de l'eau, enfin de quoi boire, de quoi vêtir et de quoi manger, ce qui, euh, ce qui s'appelle donc du travail de consommation. Elles vont devoir devenir des ménagères expertes. Sur le plan économique, ce n'est pas du tout la même opération que le travail de subsistance. Et ça, c'est vraiment ce que Maria Miss et Veronica Bennell-Thompson essaient de mettre en évidence. Le travail de subsistance est fondé sur une toute autre opération qui consiste à avoir une maîtrise des outils permettant de subvenir à ses besoins, premier point,
donc maîtrise des outils. Je ne crois pas que vous soyez en mesure de... Enfin, la cuisine équipée est équipée. C'est bien ce qu'on... Ça porte bien son nom. Donc, il y a pas... donc création d'outils et possibilité d'intervenir auprès d'artisans pour avoir des outils appropriés, faits à votre main et qu'on peut transformer quand ce n'est pas à votre main. Donc, création d'outils. Ensuite, accès à des territoires de subsistance. Alors, je dis bien accès à des territoires de subsistance parce que là, la question de la propriété n'est pas le sujet. Que ce soit en propriété privée, ce qui va devenir la majorité, enfin, que ce soit sous forme de communaux, sous forme d'espaces dédiés dans des grandes exploitations qui ne sont possédées par quelqu'un, dans tous les cas de figure, il y a accès à un territoire de subsistance qui s'appelle à une forme de l'eau, de quoi faire pousser, de quoi se nourrir, accès à du glanage pour du bois, donc se chauffer, etc. Donc cet accès à un territoire de subsistance, c'est à peu près c'est ce qui caractérise toutes les sociétés paysannes du monde. Sinon, c'est plus des sociétés paysannes, c'est des sociétés de consommation. Donc l'accès à un territoire de subsistance, alors cet accès à un territoire de subsistance, il est commun à la majorité des personnes qui vivent en société de subsistance. Il y a très peu de gens qui peuvent s'en extraire. La majorité, c'est-à-dire que le seigneur est peut-être bien le seul à pas mettre la main à la pâte, si je puis dire. Mais en fait, vous avez donc des sociétés composées majoritairement de paysans, artisans, d'ouvriers paysans, d'artisans un peu paysans. C'est-à-dire que tout ça s'imbrique de commerçants paysans. Enfin, voilà, vous avez des fonctions où, de toute manière, même si tout le monde ne fait pas tout et ne vit pas en autarcie, vous avez dans la question de la subsistance le fait que vous avez dans un territoire proche suffisamment de gens avec qui vous pouvez procéder à des échanges marchands et pas simplement en nature. Et par ailleurs, vous avez en visibilité immédiate la fabrique des besoins primaires. Aujourd'hui, ce qui caractérise nos sociétés, c'est que la fabrique des besoins primaires est éminemment délocalisée à l'autre bout de la planète en partie. Et c'est là aussi que je reviens, je trouve, je pense c'est hyper important de revenir à ce schéma, même s'il manque la base qu'est la nature, c'est que c'est un féminisme décolonial. Même si le terme n'existe pas encore à l'époque, il était anticolonialiste, ça c'est sûr, parce que Silvia Federici, Maria Miss, Vandana Shiva, Caroline Merchant, toutes ces autrices, Maya Rosa della Costa en Italie, vont lourdement insister sur leur solidarité avec leurs consoeurs paysannes et ouvrières à l'autre bout de la planète qui sont en train de fabriquer le confort moderne nécessaire à la femme émancipée, salariée des pays du Nord, qu'on appelait à l'époque des pays développés, tandis que... Et donc, elles font cause commune avec ces paysannes surexploitées à tout niveau, puisque pour produire ce confort aux hommes et aux femmes des pays du Nord, il faut qu'à un autre bout de la planète, il y ait une paysanne arc-boutée dans un champ qui produise un travail de subsistance non rémunéré ou faiblement rémunéré pour que les hommes des pays, des sociétés paysannes soient aspirés par l'usine qui les sous-paye parce que précisément, il y a du travail de subsistance à nature qui permet de sous-payer ce salariat-là. Et donc, c'est au prix de ce sous-paiement d'ouvriers nourris par le travail de subsistance en nature que c'est viable pour du capitalisme de délocaliser à l'autre bout du monde et que ça revienne à très bas prix pour que la population des pays du Nord puisse abondamment consommer. Les 30 glorieuses, enfin voilà, le boom de la consommation, c'est fondé sur ce circuit-là. Et donc, c'est pour ça que Vandana Shiva, qui est une altermondialiste pour les paysans, les paysannes et la défense des paysannes, va écrire un livre avec Maria Miss, qui sera le premier livre traduit en français qui portera le nom d'écoféminisme. Et parce que la cause des femmes et la cause des paysans, c'est la même, et la cause des pays du Sud, c'est la même cause. Et donc, est-ce que le féminisme doit en passer par l'exploitation de paysannes
à l'autre bout de la planète. C'est vraiment la question politique majeure que se posent ces féministes de la subsistance, pour qui donc la consommation ne peut pas être une émancipation des peuples, puisqu'une exploitation, une émancipation se fonde sur une exploitation. Donc, le travail de subsistance est censé, idéalement, de façon plus utopique cette fois-ci, ne pas permettre que il y ait ces formes d'exploitation-là, puisque vont être mis en visibilité la fabrique, les petites mains de la fabrique. Euh, le travail de subsistance également procure, selon ce cadrage écoféministe, une grande autonomie. Il y a la planification du travail de subsistance. Ça a été possible dans les sociétés collectivisées soviétiques, hein, mais ça, même là, ils ont conservé énormément de parts de subsistance avec tous les potagers, hein, des dachas qui demeuraient. C'est pas imaginer que ça marchait que grâce à la grande industrie. Il n'empêche que donc, le travail de subsistance est pensé par les féministes comme extrêmement pouvant donner des zones d'autonomie. Alors, ces zones d'autonomie économiquement, c'est l'autonomie euh, notamment du surplus qui peut émaner du travail de subsistance, puisqu'une des grandes caractéristiques du travail de subsistance par rapport au travail de consommation, c'est qu'il est possible de renouveler les matières. Alors que le travail domestique, c'est un travail fondé sur de la consommation finale, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mangé, consommé, même si aujourd'hui vous me parlez de l'économie circulaire avec le réemploi et de la récup, etc., il n'empêche que avec un vêtement, vous pouvez en faire peut-être plusieurs, mais c'est pas pareil que quand vous avez accès direct à de la laine et des animaux qui se reproduisent et qui donc produisent de la laine. Ou que vous avez des poireaux et que vous gardez les graines de vos poireaux. Même, donc donc le travail de subsistance est un travail éminemment soucieux de toutes les questions de reproduction de la matière. Comment est-ce que la matière va être reproduite? Et ça, c'est quelque chose qui va sortir du curseur de l'intéressement féministe. C'est pas pour rien non plus que le féminisme de subsistance va s'intéresser à la naissance, notamment la naissance industrielle d'animaux, donc la production d'animaux en série, avec la fécondation, voilà, et va aussi s'intéresser à la naissance alternative, enfin la naissance industrielle au sens de la naissance industrielle d'enfants, et s'interroger sur est-ce que c'est vraiment s'interroger sur la question, le lien entre capitalisme et le marché captif de la naissance, puisqu'il faut bien qu'à un moment donné, des matières naissent avant clonage. Parce que voilà, elles pensent toujours de façon très science-fictionnelle. Donc ça, c'est une autre caractéristique du travail de subsistance, c'est le soin apporté au renouvellement des matières et l'indépendance et l'autonomie que ça peut procurer de pouvoir savoir faire avec une matière, en avoir plusieurs. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Le travail domestique, à l'inverse, hein, ne permet pas toutes ces opérations d'indépendance et ne permet pas non plus de commercialiser le surplus de matière. Et le maître mot aussi du féminisme de subsistance, c'est le terme de sweat equity, qui est un terme que j'aime beaucoup. Sweat equity, ça c'est difficilement traduisible en français. C'est le labeur, l'équité dans la sueur, dans le labeur. C'est-à-dire que le travail de subsistance, c'est un travail et il n'est pas possible que des formes patriarcales, que des blancs, que des classes sociales aisées euh, se soustraient à ce travail qui doit être éminemment partagé. Donc il y a une sorte d'égalité radicale, non pas autour du partage des profits monétaires, mais autour de la nécessité de devoir travailler pour vivre. Elles insistent beaucoup pour dire on ne vit pas
de choses comme ça qui nous tomberaient du ciel. La cueillette est aussi, requiert énormément d'attention et c'est un travail. Et donc, il va falloir partager, se repartager ce travail de subsistance qui, pour l'instant, a été dévolu à une trop petite partie de la population qui est surexploitée. Et elles font du coup du travail de subsistance une émancipation aussi parce qu'elle est source de plaisir. Et c'est là qu'elle boucle la chose, c'est-à-dire que ça reste quelque chose d'extrêmement joyeux, fondateur de liens et de capacité d'agir. Voilà. Donc, c'est un renversement, si je puis dire, complet du grand récit émancipatoire. Et donc, je vous le soumets à votre critique, à vos remarques. Euh, euh, Parce qu'évidemment, tout ça est à relire aussi avec vos propres expériences. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des retours ou des questions dans la salle déjà? C'est juste pour revenir sur le livre de votre doctorante Constance Ringer. Euh, Parce que du coup, suite à votre intervention, je me demandais comment elle avait réussi à faire le lien entre des écoféministes françaises et nouvelle-zélandaises, si jamais elles sont non blanches, j'imagine, mais peut-être pas. Et du coup, ce lien-là a été fait parce qu'elles étaient dans un féminisme de, de, de subsistance et du coup avaient conscience de tout ça. Ou, enfin, ça me paraît. Je vois pas le. J'ai du mal à comprendre comment faire un lien entre ce. Alors, elle n'a pas travaillé sur le féminisme de subsistance. Elle, ce qui D'accord. l'intéressait, c'était des phénomènes de retour à la Terre Ok. avec une dimension de conscience sur des discriminations de genre et de sexualité. Ok. Et ce qui est un angle mort très fort hein, de toutes les histoires du retour à la Terre, et qui, pour le coup, est aussi au cœur de la résurgence de la lutte écoféministe en France, Ouais. notamment, où là, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse. Enfin, c'est même pas l'impasse, c'est que c'est hyper important de poser tout ça. Ensuite, évidemment, elle travaille sur des groupes écoféministes très hétérogènes. Ouais. Et donc, c'était l'enjeu. C'est pas de faire un J'imagine. lien. C'est justement Ok. de déplier l'hétérogénéité. Ok. Voilà. J'ai pas compris. Ouais. Oui, mais c'est pour enregistrer. Euh, Moi, je me demandais par rapport à la connaissance qui est nécessaire pour savoir les outils, les déterminer, les utiliser, la connaissance qui est nécessaire pour agir sur euh, les communs, etc. Est-ce que cette connaissance, comment est-ce que cette connaissance est valorisée et inclue? Euh, alors, comme la question, c'est la fabrique du quotidien, la fabrique, et donc, c'est en faisant. Il y a tout un... enfin, Tarouk, par exemple, elle est formatrice en permaculture. Donc, elle fait des formations de permaculture. Il n'y a pas beaucoup de féministes pour qui c'est ce qui l'a fait vivre même, de faire ces formations de permaculture. Mariami, et Veronica Middleton mettront beaucoup en évidence les jardins partagés comme l'une des modalités possibles. Et elles vont beaucoup s'investir aussi dans la formation en mettant en équivalence justement des femmes qui vont venir de pays soi-disant en voie de développement, qu'elles mettront sur le même rang que des femmes dites de pays en voie de développement, pour qu'il y ait des partages de connaissances. Euh, et sinon, la formation par le faire, c'est le moyen de transmission le plus répandu, mais aussi parce que c'est un écoféminisme dominé. Il n'a pas une grande capacité d'action et les alternatives écologiques radicales sont dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'à part des ouvrages qui vont être
publiés, mais là, il y en a relativement abondamment. Ça ne fait pas partie du savoir ordinaire enseigné en classe, je dirais, tout le cursus scolaire. Ça a même été complètement évacué du cursus scolaire quand on étudie, enfin, que de savoir coudre, enfin, je sais pas, fabriquer, faire de la récupération d'eau, nettoyer un puits, faire récupérer, récolter des semences. Qui était pourtant la base de l'apprentissage ordinaire dans énormément de maisonnées. Donc là, il y a un véritable gap entre l'immensité des savoirs intellectuels qui a été mise en poussée en fait comme étant le moyen d'émanciper toutes les classes laborieuses, alors que c'est un empaysannement général qu'il s'agirait d'aller pour arriver à cette société écoféministe où la sweat equity serait mise en œuvre. Mais ce n'est pas le chemin du tout pris par les démocraties dites, enfin, démocraties euh, industrielles. Donc, moi, ce que j'ai vu comme stratégie sur mes terrains d'enquête, c'est des stratégies de mise à disposition de savoir de gratuité énormes, euh, de formations qui sont à prix libre, de formations peu chères, ou alors, quand elles le sont, fondées sur une certification qui permettra assez vite de faire soi-même une formation, et donc des systèmes d'entre-formation. Et la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, peut être vraiment perçue comme un énorme, a pu en tout cas jouer son rôle pendant au moins 6 ans de formation continue par des chantiers politiques et de savoir-faire pratique. Un énorme squat où on pouvait à tout moment se retrouver enrôlé dans ces savoirs pratiques, sans être introduit par qui que ce soit. Mais ça reste très... c'est une lutte tout à fait... qui est évidemment très loin des moyens de communication des savoir-faire industriels, hein. Sans compter l'éradication des savoir-faire vernaculaires. Et c'est pour ça qu'en fait, l'autre point très important dont je n'ai pas parlé, et du coup, moi, j'en ai fait une figure que j'ai appelée l'écoféministe vernaculaire. C'est cette écoféministe qui n'emporte pas le nom, qui n'est pas du tout... c'est la bonne femme, je l'ai appelée aussi bonne femme triviale locale du village, qui en sait 10 fois plus que d'ailleurs, nous toutes et nous tous qui s'écologisons tardivement, parce elles ont incorporé des savoir-faire depuis longtemps, et c'est les dernières paysannes, et on peut dire qu'on est vraiment à la toute fin des paysannes, mais c'est ce que Vandana Shiva mettra en évidence, hein, ces savoir-faire vernaculaires sont gigantesques, et ils sont en train d'être éradiqués à de grands endroits. Or, c'est une chance, il y aurait encore une chance de pouvoir apprendre énormément et en peu de temps de ces savoir-faire-là. Donc, il y a aussi quelque chose autour de l'écologie populaire pour moi dans cette manière-là d'être écoféministe, puisque les savoir-faire vernaculaires sont vraiment mis à l'honneur. Or, les savoir-faire vernaculaires ne sont pas détenus par l'élite. Donc, c'est ce qui permettra à Françoise Daubonne de dire que les femmes sont pour elle le féminisme ou la mort, c'est-à-dire sont encore un très bon plan, puisqu'elles ont été mises du côté des savoirs dévalués, qu'on les a encore rendues gardiennes de savoir-faire vernaculaires pendant que les hommes auront été happés du côté de l'escolarisation extrême et des super boulots où on sait des choses industrielles. Et donc, elle voyait dans les années 70, dans les femmes, ces fameuses femmes obscurantistes dites peu éduquées, la base de la révolution féministe et écologique. Les migrantes, hein, aujourd'hui, des migrantes qui n'ont pas perdu le lien qui sont encore avec des sociétés paysannes très ancrées dans leur corps et dans leur concernement, puisque beaucoup, enfin, avec des liens maintenus, enfin, c'est pas pour rien que il y a aussi du côté de ces luttes-là des écoféminismes qui ont vu le jour avec Fatima Wassak et Myriam Bafou, par exemple. Voilà.
Merci beaucoup déjà pour la présentation. Et moi, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on fait de la ville en fait dans ce féminisme-là? Bah, la ville devient une périphérie de la campagne. Non, on inverse. Non, ce qui se passe, c'est que la fabrique de la ville fait partie de l'histoire du capitalisme et de la mise en place de l'agro-industrie, c'est-à-dire que la ville, n'abritant pas de territoire de subsistance et les reléguant aux marges et bâtissant même sur des terres qui ont été des vergers, des terres maraîchères, enfin voilà, ça c'est l'histoire de tous les jardins ouvriers. Donc la construction de la ville, la métropolisation est fondée sur la destruction en fait du savoir-faire de subsistance et des territoires de subsistance et la nécessité de les faire venir de plus en plus loin et donc d'avoir beaucoup de routes, beaucoup d'infrastructures et donc aussi l'impossibilité pour les gens ordinaires d'avoir en bas de chez eux de quoi se nourrir directement. Donc, moi, comme j'aime à dire de façon un peu provocatrice, un métier d'avenir, c'est tractopelliste pour casser du bitume avec des bulldozers, parce que la subsistance est possible sur des grandes bandes de trottoirs. Mais là, il va falloir retrouver la couleur et l'odeur et de la terre. Et des ateliers aussi, hein. Il y a des ateliers à conquérir parce que c'est pas le tout il y a de la matière et il faut les transformer. Et pas les transformer à l'autre bout du monde, mais tout proche. Donc, ça implique aussi beaucoup, beaucoup d'ateliers de transformation. Et ça aussi, c'est quelque chose que la ville, par contre, peut être assez bien dotée en ateliers. Il y a énormément de malls qui peuvent être reconvertis, enfin de malls, enfin vous voyez, de centres commerciaux là, qui peuvent être des grands qui ont des espaces d'ateliers possibles, qui sont pour l'instant des espaces de vente. Donc il y a un véritable lien à retisser entre ville et campagne et qui est un lien très récemment coupé. Il y a peu, les gens étaient tout à fait au courant qu'il y avait, enfin, demandez à vos grands-parents, hein. Il y en a encore qui font peut-être les vendanges, je ne sais pas, dans le coin, mais où ça paraît évident qu'un urbain, au mois de septembre et au mois d'août et au mois d'octobre, il participe aux travaux des champs en petit boulot. Aujourd'hui, c'est des ouvriers détachés des pays du Sud, sous-payés, qui cueillent vos tomates. Donc, il y a quelque chose de sidérant aussi dans la façon dont on va raciser et le travail des champs qu'il faut faire. Et là, ça fait des liens ville-campagne parce que les gens des villes n'ont plus de saisonnalité, hein. Mais c'est des liens très forts que vos parents ont peut-être encore vécu du temps où ils pouvaient donner un coup de main dans les campagnes. Au moment du... C'est des temps très précis dans l'année. Le calendrier scolaire est à des années-lumière de cette temporalité agricole. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est des sujets que je connais assez mal, mais je vais peut-être mal poser ma question, je serai peut-être hors sujet, mais moi, ça m'intéresse sur l'éducation des émotions. Mm. Euh, Moi, c'est vrai que aujourd'hui, à notre époque, on voit très bien sur l'éducation genrée, il y a une évidence de différence, entre l'éducation des émotions entre les filles, garçons, enfants. Et du coup, je voulais savoir si, dans ce que vous citez, ces féministes-là sont revenus sur ça pour voir comment est-ce qu'on éduquait ça Mm. avant. Et deuxième petite question du coup sur les émotions, mais aussi notre rapport à la nature. Mm. Et du coup, comment est-ce que elles ont, voilà, sont plus intéressées à ça avant? Alors non, mais moi oui. Et donc, c'est le dernier chapitre de ce gros bouquin. Alors, comme tout le monde ne va pas au bout, ça m'ennuie parce que c'est ce que je préfère. Donc, je vous le dis, je vous ai mis le sommaire. Et donc, ça, c'est la fin du livre, c'est Vertige de la matière, sens du juste milieu. Parce que justement, comment on s'éduque au sens du juste milieu quand on doit revivre à partir de ce qu'il y a dans son milieu de vie et qu'on est face à une amnésie environnementale telle qu'on a perdu la sensorialité immédiate qui fait que d'un coup d'œil, on voit un changement dans des arbres qui implique que là, il faut peut-être intervenir. Dans une odeur, on perçoit une récolte qu'il ne faut pas manquer. En voyant un arbre, on sait qu'il va falloir peut-être le couper. Et tout ça, c'est des relations non verbales, extrêmement fondées sur des sens très aiguisés, euh, très formés dès l'enfance, qu'on connaît aussi les gestes pour pas se faire mal. Hein, je pense que si tous les gens étaient perclus, enfin,
Enfin, il y a quand même aussi des corps qu'on n'a plus, un type de stature physique qu'on n'a pas. Hein. C'est très typique de voir même les corps, euh, euh, enfin, le type voilà. Donc tout ça, pour les pays du Nord en tout cas, et particulièrement pour les populations classe moyenne éduquées, c'est un vertige abyssal de connaissance par corps qui n'est plus possible. C'est coupé. La transmission a été coupée. Et en plus, c'est pas comme si en se baladant tous les jours dans la ville ou la campagne, on pouvait être éduqué. Puisque vous savez que les campagnes sont dépeuplées, il n'y a plus qu'1,5% d'agriculteurs et que les échoppes des artisans, à ma connaissance, ne sont pas grandes ouvertes et qu'il n'y a plus d'artisans. Donc, ce travail d'acculturation des gestes par l'observation des trajets des gens dans leur vie quotidienne qui faisaient qu'ils avaient accès à des savoir-faire de subsistance en les incorporant visuellement avec les odeurs, ben, ça a totalement disparu, au point même que les gens pouvaient savoir ce que les gens faisaient avec toute l'ambiance sonore. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le bruit du bois qu'on fend. Qui vous indique hein, que bah, là, quelqu'un est en train de fendre du bois. Bah, donc, tout cet monde sensoriel de l'écoute, de l'ouïe, des odeurs, de la vue, et ces fameux sixième sens aussi, où tout ça se coagule hein, de façon synesthésique. Comment le réapprendre? Il faut prendre la type de formation par immersion et chantier comme des façons justement de ne pas découper le savoir. Vous vivez avec les gens, vous êtes logé à domicile, vous mangez avec eux. C'est vraiment une grosse marque de fabrique de l'écologie radicale, hein, c'est qu'elle est très hospitalière. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas juste en apprenant à construire en terre crue. Vous savez que tout Toulouse est en terre crue avec des briques de terre crue. C'est parce que vous allez aussi manger dans une maison en terre crue avec des gens qui vont vous montrer de la terre végétale et qu'il y aura une continuité, que vous allez vous baigner et apprendre qu'il va falloir apprendre de façon tout ça. Donc ça, c'est un apprentissage chez les gens ou en vivant ensemble de façon communautaire dans des lieux où on va... Les camps climat, par exemple, hein, dans les années 2000, sont fondés sur le fait de créer des lieux d'activisme. On prend un aéroport, on va à Notre-Dame-des-Landes et en une semaine, on fait un camp où on va pouvoir avoir toilettes sèches, distribution alimentaire, cuisine, atelier, etc., où plein de chaînes de métiers vont être reconstituées en une semaine top chrono et les gens vont l'apprendre. Donc, c'est vraiment le cœur de la... Et alors, le problème, c'est peut-être pour ça aussi que je finis là-dessus, c'est que ça pose d'autres problèmes. C'est que c'est euh, très fatigant d'apprendre très vite et tardivement pour certains. Et par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en prise directe avec la subsistance? Et là, pour moi, il y a un autre trait que j'ai vu très récurrent dans toutes les choses, les traversées alternatives que j'ai pu faire, c'est que c'est peut-être fatigant de vivre en société d'interconnaissance. On est très content de... Des gens m'ont dit, moi je suis ravie, je ne connais pas la caissière du supermarché, et heureusement qu'elle ne connaît pas ma vie, et donner de l'argent et acheter en ligne, c'est génial. J'ai mon intériorité qui est respectée, je ne vis pas dans un... L'anonymat, c'est vertu. Et là, ce n'est pas anonyme. Toutes les matières ont des visages. Elles correspondent à des gens. Donc, les sociétés d'interconnaissance peuvent être très oppressantes. Mais ça, c'est des sociétés d'interconnaissance quand on n'est pas mobile. Or, les sociétés paysannes sont des sociétés mobiles. Il y a plein de migrations saisonnières, il y a plein de gens qui bougent tout le temps. Les paysans, ils ne sont pas toujours rivés à leur terre. Donc, moi, j'essaie de montrer la question de l'usure aussi, de l'usage, de la société de valeur d'usage. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup d'alternatives que j'ai vues sont des personnes en mobilité et nomades aussi. Ils font un tour des alternatives, ils bougent, ils se tangent, parce que c'est compliqué aussi. Et donc, c'est une sensorialité qui nous invite à reprendre, avoir une prise directe avec son milieu de vie. Et pour ça, ça implique d'y rester longtemps, parce qu'on n'est pas familier en 30 secondes d'une forêt, et de tout, et surtout en période de changement climatique. Mais en même temps,
le droit de quitter à tout moment ce lieu où on va s'ancrer pour avoir d'autres paysages, d'autres milieux de vie, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'est un ode aussi au nomadisme. C'est c'est indissociable du réancrage dans les circuits courts. Moi, j'ai bien aimé quand vous avez parlé de l'histoire du féminisme et en fait, ça m'a fait écho au cours qu'on a en deuxième année en histoire. On a un cours d'histoire des relations internationales et la prof, c'est Célia Keren et elle est géniale et elle nous fait un cours pas comme on a l'habitude avec genre l'histoire, bon, en 14-18, il y a la guerre, et après il y a ça, et après il y a ça. Et du coup, c'était un cours thématique, et il y avait une séance sur le féminisme, et où elle nous montrait les liens entre les féministes biélorusses et les féministes, je sais plus où, en Afrique. Bon, c'était il y a 2 ans, j'ai oublié. Mais voilà, et j'avais trouvé ça super intéressant, et je pense que notre enseignement gagnerait à être beaucoup plus thématisé et moins notamment pour l'histoire, beaucoup moins linéaire. Et même là, en quatrième année, où je suis dans un master écolo, j'ai encore des cours d'histoire linéaire du XXe siècle. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, quoi. Donc, je pense que ça, voilà, ça gagnerait à être plus thématisé. Et enfin, je suis super contente d'entendre qu'à Lille, il y a un enseignement en écoféminisme maintenant, quoi. Enfin, c'est fou. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, envies? Pas que des hommes. Étiqueté homme, parce que je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais... Il essaie de me donner la parole, mais j'ai vraiment pas très envie. Non, c'est bien que la parole tourne, ouais. Euh, non, on se posait la question, pas le rapport au non-humain et, et à l'élevage, en fait, dans les alternatives écoféministes que vous avez pu rencontrer, ce que vous en pensez. Bah, comme elles sont paysannes pour beaucoup, c'est sûr que ça va de pair aussi avec l'élevage, mais c'est pas le même qu'un élevage industriel. Constance a travaillé sur des expérimentations écoféministes véganes. Donc et donc je sais pas si je pense que c'est vers là que vous vouliez aller, j'imagine, hein. Donc donc voilà, c'est ça dépend. En fait, j'ai eu l'occasion de faire de voir Vandana Shiva là, il y a 15 jours. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. C'est étonnant parce que je découvre qu'il y a une génération qui ne connaît pas Vandana Shiva, alors que moi j'ai grandi avec Vandana Shiva, toi aussi, Kim, évidemment. Donc c'est pour moi très... Oui, c'est une altermondialiste indienne qui est très qui était très fameuse, donc, mais qui l'est plus du tout, visiblement auprès des jeunes générations. Et on discutait de ça aussi. Donc, évidemment, elle a travaillé, sa cause, c'est les paysans et les paysannes. Donc, on a discuté du véganisme. Elle disait, bah oui, mais le problème, c'est qu'après, si on trouve des substituts industriels, elle, dans sa lutte anticapitaliste, ça lui pose plein de problèmes, puisque c'est comment se priver de ce que les paysans et les paysannes savent faire. Et la question, c'est la mesure. Et le bien-être animal, évidemment, et le bien-être des arbres, parce qu'il n'y a pas que cette chose-là aussi, la façon dont on va saccager des terres, des plantes. Et c'est ça qui importe davantage, c'est le soin. Mais effectivement, la question de la mort animale dans des proportions raisonnables, sachant qu'en Inde, ils sont végétariens. Donc, eux, de toute manière, la mort animale, elle n'est pas pour la nourriture. Enfin, je veux dire, ils sont pas, elle n'est pas pour comment ça s'appelle? Pour la viande. Donc, là, c'est des questions compliquées, complexes. Et je pense que, enfin, je vois que vous prenez le micro, donc j'ai envie que vous réagissiez.
Oui, non, c'est simplement parce que j'avais rencontré des Népalais véganes qui Ouais, me disaient que du coup, enfin, je trouvais ça super intéressant ouais, que une campagne de plaidoyer qu'elle faisait, où en fait, je me disais, bah voilà, justement, enfin, en France, c'est pas du tout ce à quoi je penserais comme enjeu, ouais. c'était le fait elles avaient organisé des dons de sang. Et en fait, c'était, enfin là, là, c'était sur les questions des religions en fait, parce qu'il y avait des animaux qui étaient sacrifiés dans le sens, bah en fait, on va donner cette force vitale aux dieux. Et en fait, où elles avaient construit leur campagne de plaidoyer sur le fait bah, en fait, que des personnes qui n'étaient donc pas sacrifiés, ne mouraient pas, juste choisissent de donner leur sang et que ce soit celui-là, et avec toute une logique de justement si on attribue de la valeur à ce sang et de la valeur à des dieux. Personnellement, je suis athée, donc je peux être maladroit dans mes formulations. Euh, et ben, ça peut faire sens aussi de le faire par ce moyen-là, bon, qui est très différent des pratiques comment dire, de l'historique, mais il y avait ça par exemple. Et je sais sinon que bah, Myriam Bafou, que vous Elle est avez végane, cité, bien sûr. oui, Ouais, est ouais. végane et Mm, écoféministe. mm. Mais ce que j'adore dans son livre, c'est qu'en même temps, elle dit beaucoup, elle parle beaucoup de fait qu'elle est en apprentissage, que elle est dans une sorte de, qu'elle découvre des tas de gestes et qui sont des gestes paysans en fait, hein, qui font pas et qu'elle est en cheminement. Donc c'est un livre qui est pas, qui est très, enfin moi que j'ai trouvé très hospitalier dans sa, parce qu'elle va dans des communautés d'Oregon séparatistes pour qui le véganisme n'est pas forcément complètement un sujet, qui sont donc elle a une curiosité que je trouve assez exceptionnelle et donc pour l'écoféminisme c'est très important d'avoir des jeunes chercheuses et activistes qui aient cette générosité-là, en fait. Et donc, je la vois tout à fait, je la verrais bien causer aussi bien avec Vandana Shiva, qui est dans une autre, qui est végétarienne radicale et pacifiste radicale, hein, et, et Françoise Daubonne, qui adorait la viande et qui mangeait comme quatre, voilà, donc il y a quelque chose de, en tout cas, il va falloir que nous inventions pour que toutes ces façons de faire qui peuvent se raccrocher à de la lutte contre le patriarcat, de la lutte contre l'agro-industrie, que ça prenne, ça enfle. Et si l'entrée, c'est le véganisme, tandis que d'autres, ça va être bah, la toute petite paysannerie, il y a des lieux comme la lutte de Notre-Dame-des-Landes où ça cohabite, avec plus ou moins de difficultés, plus de difficultés que d'autres, mais ça montre aussi que pour se soulever, enfin, des mouvements en fait, hein, du type soulèvement de la terre, sont fondés sur ces cohabitations-là. Et ça, c'est aussi une force, en fait, hein. Voilà. Oui, les Et différents discours. l'écoféminisme permet ça, mais je pense qu'il y a un écoféminisme vegan à bien travailler. Moi, j'attends bien beaucoup de ce que va continuer à écrire Myriam Bafou, par exemple. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse à l'écoféminisme paysan. Voilà. Oui, et effectivement, de toute façon, c'est à travailler parce que le véganisme qu'on connaît beaucoup pour l'instant, enfin, notamment en France, dont on parle pas mal, enfin, Myriam Bafou en parle justement sur le fait qu'elle a du mal avec le terme vegan parce que Mm. c'est assez blanc. Enfin, l'approche, Ouais. oui, euh, comment dire, peut être un peu lacunaire sur aussi, oui, l'exploitation de la nature en certains sens. Donc, oui, c'est aussi ça à travailler. Donc, si les deux côtés travaillent, Non, et ça va puis être chouette. être vegan en société méga industrielle, mais oui, parce qu'en fait, on a du cuir à plus savoir qu'en faire, on tue les bêtes, enfin, on tue on mange de la viande comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est effrayant. Il y a vraiment quelque chose qui a été complètement. Donc, il y a une sorte de nécessité de tordre la chose. Et après, moi, ce que j'essaie justement, là, dans qui est retrouver le sens de la proportionnalité. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est comment
arriver à proportionner son action. Et c'est pas du tout à ça que l'industrie elle n'est pas calibrée pour être proportionnée. Et donc ça fait partie des éléments qui est de tuer des animaux. Comment, dans quelle proportion, combien de fois. Et effectivement, de voir des sociétés qui peuvent évoluer vers, comme vous le dites, où on donne son sang plutôt que de tuer un animal en sacrifice, ça révèle aussi toute l'inventivité humaine extraordinaire pour justement faire une énorme place aux non-humains, quoi. Et en changeant des rituels et en conservant des rituels par ailleurs. Mm. Est-ce que vous voulez, il est 19h30, qu'on ait une situation un peu moins horizontale où je pose des questions, enfin vous posez des questions et je réponds, on se met un plus petit groupe, on arrête la visio, je ne sais pas. Ou est-ce que vous avez encore plein de questions? Mais il y a d'autres possibilités. C'est possible. Euh, Sachant que on doit rendre la salle à 20h max. Et que moi, je suis partie à 20h aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore envie d'échanger ou si on s'arrête là ou si d'autres formes vous intéressent. Et qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que j'ai raconté? Soyons, ou au contraire, enfin, dites-moi. Parce que parfois, ou des choses qui vous ont semblé mal. Était peut-être plus similaire de communiquer le débat qu'il y avoir. Ah là, moi, je trouve que toutes les théories queer nous aident énormément parce qu'elles permettent de penser précisément le fait que le corps n'est pas une donnée comme ça qui nous tombe, dont on hériterait. C'est quelque chose qui se fabrique, c'est une matière qui est le produit d'une transforme de, de société, en fait, hein, qui remodèle des corps. Est-ce qu'il y a un corps originel? Je ne sais pas. Parfois, je me dis, je sais pas, moi, je pense toujours on les appelle des hommes et des femmes, là, mais c'est peut-être pas du tout des catégories opératoires à cette époque. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on les appellerait comme ça. Je suis pas sûre du tout. Enfin, c'est vraiment des plaquages comme ça de notre binarité à nous, qui est très. Donc moi, je trouve que ça, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal d'ouvrages aussi qui sont peut-être qui paraissent tout à fait fantaisistes, hein, pour des préhistoriens et des préhistoriennes, dont le discours est parfois extrêmement sexiste et pas du tout. C'est assez singulier aussi parfois de se plonger dans cette science-là. Euh, et, mais en tout cas, qui peut plaquer de façon totalement ethnocentrique, je trouve des formes très 19e, 20e de rapport de genre. Et donc, moi, comme je dis en rigolant, peut-être que les hommes allaitaient, hein, moi, j'en sais rien. Ils sont des glands de ma mère. Voilà, donc voilà. Non, mais c'est pour dire, et ça, je pense que ça pousse aussi, par ailleurs, quand on voit ce que les sociétés plein de peuples autochtones aussi ont des rapports de genre avec des troisièmes genres, des quatrièmes genres. Veronica Benoll-Thompson, par exemple, elle a travaillé sur une société mexicaine je ne suis pas hispanophone, donc je ne vais pas bien le prononcer, c'est Yuchitan ou je ne sais pas, où il y a un troisième genre, c'est des travestis hommes, il y a, et qui ont une position du côté des femmes et ont un rôle très très important. Et dans cette ville, il y a aussi le quatrième genre avec des femmes dans l'autre sens, et c'est des lieux matrilinéaires avec un rapport
en termes d'égalité des sexes et de pouvoir des femmes très, très important, et de résistance aussi. Mais maintenant, si beaucoup de choses qu'a étudié Veronica Bennell-Thompson ont disparu avec le développement commercial de la ville et l'industrialisation. Donc aujourd'hui, c'est à l'état de folklore, mais elle a observé des choses dans les années 90 assez impressionnantes. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire aussi pour exhumer ce panel important de rapport au corps et voilà, dans des sociétés plus paysannes. Il n'y a pas eu de volonté de faire des petits groupes ou je sais pas. Du coup, Et est-ce qu'il y a des groupes écoféministes qui se montent, par exemple, à Sciences Po ou... à Sciences Po, il y a une asso écolo, Ouais, mais la tendance n'est pas très écoféministe. Faudrait peut-être. Bon, j'ai pas l'énergie de pousser ça, mais d'accord. Ouais. c'est plus une asso de petits gestes radicale dans ses positions, mais vu qu'elle est domiciliée à Sciences Po et tout, il y a un peu des enjeux on ne peut pas organiser de la désobéissance civile, par exemple, parce que sinon on perdrait les subventions de l'IEP. Enfin voilà, genre, il y a un peu ces trucs-là. Mm. Du coup, je sais pas si ça vous va, on s'arrête là. Hein, On s'il s'arrête y là. a plus rien à dire, Le on va pas besoin. Moi, pousser, j'ai faim. Et je vais retrouver mon ami Kim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Voilà.